Ensemble pour les libertés, le débat est autorisé et on a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de ne pas en discuter. À mes côtés, pas la peine de le présenter, Antoine, tu as été député européen et tu as même été vice-président du Conseil régional d'Alsace. Tout à l'heure, j'ai parlé de toi. Pendant l'Assemblée générale, j'ai parlé du mouvement écologiste indépendant que tu as créé en 1994 et j'ai parlé, on va dire, du fait que nous avions trouvé un accord, ce qu'on appelle un accord technique pour aller ensemble aux législatives. Donc j'ai pu évoquer tout ça pendant notre Assemblée générale. Autant je vous rejoins totalement sur la deuxième partie, sur le matérialisme, parce que sur le rôle effectivement de la religion, je pense que si nous voulons éviter que nos sociétés fassent ce que Aldous Huxley décrivait déjà comme le meilleur des mondes, de toute évidence, il faut effectivement s'opposer d'abord à la disparition de la famille, à la disparition de tout ce qui effectivement est capable de faire résistance, et il faut en effet accepter, cultiver, je dirais même une certaine spiritualité dans la religion. Malraux disait le XXIe siècle n'existera pas s'il n'est pas spirituel. Bon, ça c'est un premier élément. Mais par contre, je suis en désaccord complet sur la première partie, et en particulier ce qu'elle implique en matière de climat, ce qu'elle implique en matière de pollution atmosphérique, ce qu'elle implique en matière de démographie. La démographie aujourd'hui, c'est une menace pour l'humanité. Je pense que ce que nous avons à faire en tant que formation politique, c'est de proposer une révision profonde, tout simplement, de nos institutions, de manière à ce que chaque citoyen puisse reprendre la main. Ça, c'est absolument fondamental, et je pense que le moment est bienvenu. Il est bienvenu parce que tout le monde a conscience qu'effectivement, nos institutions sont à bout de souffle. Alors, l'idéal, ce serait en réalité d'avoir des institutions dans lesquelles on retrouve la description de la démocratie originelle, c'est-à-dire on a un exécutif d'un côté qui exécute, une assemblée qui délibère, avec les deux étant totalement indépendants. L'exécutif n'a pas la possibilité de dissoudre une assemblée, l'assemblée n'a pas la possibilité de renvoyer l'exécutif, mais chacun reste dans son rôle. La question du référendum, je rappelle, elle a été promise en 1981, à l'occasion d'un débat entre Mitterrand et Giscard. On l'attend toujours. Il y a eu différentes propositions, plusieurs formules qui ont été introduites dans la loi, qui en général n'ont pas perduré et qui de toute façon étaient plus une machine à, à tromper les gens. Donc, le vrai référendum qui existe dans de très nombreux pays, et je pense que, mais par contre, il faut que la procédure référendaire soit cadrée, parce que l'on peut utiliser la procédure référendaire à de mauvaises fins. C'est-à-dire, il faut que le référendum, d'abord, ne soit considéré comme valide que lorsque au moins 50% plus 1 est participé, sinon elle n'a pas de légitimité. Moi, je suggère que ce n'est qu'à la condition qu'il y ait une majorité qualifiée, 60% par exemple, pour le oui ou pour le non, quand on est dans un choix binaire, qui soit accepté. Entre les deux, il appartient tout simplement aux assemblées d'analyser le résultat et de trouver une solution. Mais je vous rappelle, on pourrait prendre plusieurs exemples pour montrer que lorsque l'on est dans des résultats qui montrent qu'en gros, il y a autant de pour que de contre, on aboutit en règle générale à de très mauvaises solutions et on peut favoriser tout simplement des relations très conflictuelles au sein de la société elle-même. Nous avons un personnel politique médiocre, mais il faut reconnaître que nous avons parfois aussi des citoyens médiocres et que les deux vont ensemble et que l'un des rôles que nous avons à faire, c'est effectivement de faire en sorte de relever, de remobiliser les citoyens de manière à ce que
bien davantage. Aujourd'hui, je pense que nous sommes un tiers de résistants et le reste ne s'intéresse plus véritablement aux problèmes collectifs pour que les gens participent de manière intelligente. Et il faut relever effectivement ce niveau culturel. Je prends un exemple simplement. À un moment donné, la droite, la gauche vous propose de voter la fin du septennat pour passer au quinquennat. Nous avions appelé à voter contre. Ça a profondément modifié la lecture de la Ve République et c'est en vertu de ce quinquennat que Macron finalement a obtenu tous les pouvoirs. Il y a eu un petit ajustement aux dernières élections dans la mesure où on a eu un résultat qui n'était pas très loin de ce qu'on aurait obtenu avec une proportionnelle. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des Français, sans même réfléchir, sans même savoir à quoi sert un président de la République, sans même savoir pourquoi il y a un septennat qui est décalé par rapport aux élections législatives, ont voté pour la proposition et ont provoqué cette dérive complète de la Ve République. Alors, avant de passer aux questions de la salle, je voudrais rebondir. Oui, et moi je rebondirais aussi voilà. 2 secondes. Juste, voilà, je suis d'accord avec une grande partie de ta deuxième partie, mais pas avec la première. Je vais faire la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire l'ordre mondial qui est déclaré, qui est en train de se mettre en place, même pas de façon insidieuse, mais avec des gros sabots de Lorrain et de Lorraine, il l'affiche très clairement. Tout est permis pour une toute petite minorité, faisant croire à l'ensemble de la population qu'ils sont une menace pour l'avenir du monde. Mais c'est cette minorité qui est une menace pour l'ensemble des peuples. Et ce ne sont pas les peuples qui sont une menace pour l'avenir de la planète. Ah, merci, il me donne son bouquin. mais je lirai et je te ferai mes remarques. Et tu me diras surtout comment on résout les problèmes qui sont évoqués si la population continue à croître. Elle croît de 80 millions par an à l'heure actuelle. Et ça se traduit, c'est une des causes principales en réalité de la crise entre l'humanité et sa planète. Je vais maintenant laisser Stanislas rebondir. Oui, alors moi je voudrais préciser aussi une chose, c'est que moi quand je vous parle de ces sujets-là, moi je ne fais pas ça d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire que moi mon travail c'est de m'intéresser au mondialisme et de comprendre ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Pour répondre à ce que vous disiez, moi ce que je vois c'est que le mondialisme a clairement un projet de dépopulation. Ça, c'est clair et net. Et que je constate aussi que, je l'ai découvert dans mon travail, il y a une partie des données, par exemple, vous le voyez dans l'évolution entre le volume 1 de mes essais. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux, notamment du Club de Rome, sur les limites de la croissance. En fait, et je me suis rendu compte entre le volume 1 et le volume 3, qu'en fait, le Club de Rome sur les limites de la croissance et l'épuisement des ressources, en fait, était une institution contrôlée par le mondialisme. Donc, quand je travaille sur ces réseaux, je vois que derrière ce message sur leur surpopulation, sur l'épuisement des ressources, il y a des mondialismes. Après, ça, le débat sur les chiffres, etc., c'est une autre question. Mais moi, je veux juste vous dire que les mêmes personnes qui poussent le Covid et qui poussent toutes les restrictions de liberté sont les mêmes qui poussent à la dépopulation et qui font ce discours sur les ressources. Sur le climat, c'est exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, Maurice Strong, le GIEC, tout ça, ce sont des créations du mondialisme. Et je constate que sur le climat, il y a eu exactement la même logique que sur le Covid ou sur d'autres sujets, par exemple sur l'histoire, c'est que tous les gens qui ne vont pas dans le sens du récit officiel sont blacklistés, etc. Sur le climat, il y a des prix Nobel, il y a des scientifiques qui ont un regard critique. On prétend être dans le pluralisme et dans la diversité. Ces gens-là, on ne les entend pas, sauf sur certaines chaînes alternatives. Et je dis juste que tous ceux qui financent les recherches sur le climat sont des mondialistes. Après, pour rebondir clore ce point et rebondir sur ce que vous disiez sur les institutions, je pense qu'il y a une question qui est fondamentale que j'ai un peu abordée dans la dernière partie de mon propos, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur le papier tous les projets qu'on veut de réforme institutionnelle, est-ce qu'on devrait faire des référendums, de la démocratie directe, etc. Pour moi, la première question qu'on doit résoudre, c'est comment on s'assure que ces choix-là soient respectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont verrouillé entièrement le système, qui l'ont verrouillé institutionnellement, qui l'ont verrouillé médiatiquement et qui n'hésitent pas à recourir à la violence, on l'a vu avec les Gilets jaunes, quand il y a une contestation populaire. Donc pour moi, la vraie question, c'est comment faire pour que les choix du peuple soient respectés. On l'a vu en 2005,
où on a dit que le peuple ne voulait pas du traité de constitution européenne, il est passé 2 ans plus tard. On a vu qu'il y avait un soutien massif aux Gilets jaunes. Finalement, ça a continué sur sa lancée, le quinquennat a continué sur sa lancée. Là, il y a eu la réforme des retraites. Il y avait 80% des Français, voire plus, qui soutenaient les manifestants. C'est passé par un 49-3. Donc la vraie question qui se pose, et ça c'est un sujet qui est délicat, il faut marcher dessus avec des œufs, notamment pour ne pas tomber sur le coup de la loi, mais la question c'est la question du consentement populaire et la question de comment le peuple fait respecter ses choix. Et moi c'est pour ça que je pense qu'il faut bien identifier où sont les nœuds du pouvoir et où sont les réseaux de pouvoir, parce qu'en fait c'est là où il faut frapper. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quand vous êtes face, vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand vous êtes face à quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas discuter. C'est-à-dire que quand on est dans un système sain, il y a des confrontations d'intérêts, des positions différentes, c'est normal. On discute et quand on est entre gens de bonne foi, on arrive à trouver une position commune. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est face à un système qui, en fait, n'écoute pas ce qu'on lui dit et qui va même au-delà, c'est-à-dire qui décrédibilise ceux qui contestent, qui les traite de complotistes, d'extrémistes, etc. Et donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup et qui m'inquiète pour l'avenir de la France, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez un problème légitime que vous ne pouvez pas discuter et qu'en plus la personne avec qui vous êtes censé discuter refuse de vous parler au prétexte que vous êtes complotiste, extrémiste, etc. Mais quelle est la solution? En fait, la seule solution, c'est la violence. C'est ça le problème, c'est que la violence, c'est la solution à laquelle on arrive quand toutes les autres options ont été épuisées. Et donc là, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on est face à un pouvoir qui est complètement sourd, qu'est-ce qui va rester au peuple, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, que la violence. Et d'ailleurs, ce qui est pervers, c'est que c'est peut-être justement ce que le système attend. Il attend la violence pour justifier encore plus de répression et justifier encore plus de lois liberticides. Donc on est dans une situation qui est extrêmement délicate et c'est pour ça que je me suis engagé dans ce travail, c'est que je pense que la première étape, comme le disait très justement Martine, c'est déjà d'éveiller le plus de conscience possible parce que ça, pour l'instant, c'est quelque chose où encore on peut se battre sur ce terrain-là et c'est pas encore criminalisé, même si on doit être de plus en plus prudent par rapport à ce qu'on dit et même parfois ce qu'on pense. Prendre son bâton de pèlerin et d'aller réveiller un petit peu les esprits ou une façon de penser différente, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie, enfin en tout cas, c'est peut-être la première action à mener en permanence dans un devoir de résistance. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais tout de suite donner le micro à André. Merci. Je m'appelle André Tessier-Ducrot, je suis ingénieur conseil. Je suis né en 1937, j'ai découvert l'Alsace en 1959 et je suis, d'une manière générale, d'accord avec Stanislas. J'étudie ce que vous appelez la globalisation depuis les années 70, quand elle a démarré avec les premières mesures de ce que moi j'appelle la financiarisation. La première mesure ayant été, je vous le rappelle, la décision insensé que la masse monétaire d'un pays ne pouvait plus augmenter que par la dette, ce qui était intellectuellement une véritable monstruosité. Ça fait que vous tous, dans la salle, pendant que vous dormez et que moi je dors, la France s'endette. C'est un mécanisme automatique puisque notre population grandit encore un petit peu, notre PIB augmente encore un petit peu, donc il faut plus de monnaie en circulation. Alors, la Banque centrale emprunte, la Banque centrale européenne bien sûr, et met les crédits en euros à la disposition de tout notre système bancaire. Et nous contribuons donc tous à cette financiarisation. C'était le lancement. Excusez-moi, est né aux États-Unis en 2006. De la volonté de quelques Français. Excusez-moi, je rebondis juste par rapport à ce que vous venez de dire. Il faut savoir que justement ce que vous décrivez, la financiarisation et l'invention de ce mécanisme, c'est les Rothschild qui ont inventé. Le financement par la dette, l'invention de la Banque centrale, c'est la clé de la fortune des Rothschild. Là, vous en savez peut-être plus que moi, mais je doute qu'il y ait eu un seul inventeur. Je suis sûr que l'idée était en l'air, parce que la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être vers 77 ou 78, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui défendait cette financiarisation, et notamment cette
cet endettement systématique par la création monétaire, et il avait l'air tellement convaincu du génie dans cette mesure que je ne peux pas imaginer que seulement les Rothschild l'auraient influencé. Je pense qu'il a eu plusieurs sources, comme on dit chez nous, l'idée était en l'air. Ah ben alors l'idée, non, là je peux vous le dire, parce que cette idée-là, elle remonte en fait déjà au XVIIe siècle, c'est-à-dire à la création de la Banque d'Angleterre, et la Banque d'Angleterre est créée par les Rothschild en 1694. Donc ce sont vraiment eux, notamment le patriarche de Francfort, qui a cette idée. Donc historiquement, on peut vraiment remonter... Je vous propose une chose. Nous sommes en général d'accord. Oui. Mettons-nous d'accord sur ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Ben voilà. Voilà tout. Alors, la deuxième, ça a été la dérégulation de l'industrie bancaire, grâce à laquelle une banque peut utiliser l'argent de vos dépôts pour prendre des risques dans des opérations d'investissement dont vous ne connaissez pas les décideurs. La troisième chose, c'est une vieille institution britannique, très ancienne, elle date des croisades, c'est le trust. Le trust sur lequel s'appuient tous les paradis fiscaux, puisque le trust est une entité juridique qui n'a pas d'actionnaire, hein, qui n'a que des donateurs qui n'ont aucune responsabilité, et d'ailleurs ils ont donné dans le passé, c'est fait, et des bénéficiaires qui auront l'argent dans l'avenir, donc pour l'instant n'ont aucune responsabilité. Et celui qui dirige le trust, lui, il vous dira « je suis gérant hein ». Je ne vous dirai pas qui sont les vrais décideurs parce que les statuts nous l'interdisent. Je ne vous dirai pas que j'ai une responsabilité parce que je ne suis responsable que vis-à-vis de mes donateurs et par conséquent, je n'ai pas à répondre à vos questions. Deuxième outil très ancien qui a été remis au goût du jour avec la financiarisation. Le troisième, ça a été une monstruosité financière. Cette décision de buyback est le délit d'initié par excellence, puisqu'il est pris par un petit groupe de personnes que vous ne connaissez pas et qui n'est en rien mandaté pour le faire. C'était pour ça que Roosevelt, qui n'était pas idiot, avait interdit le buyback en 1933. Ensuite, le quatrième, c'est le stock optionnisme, c'est-à-dire la rémunération que j'appelle celle de Méphistophélès, n'est-ce pas? Vous avez parlé de Lucifer. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que le docteur Faust le connaissait bien. Alors, j'ai une fois interrogé le docteur Faust qui m'a dit, vous savez, être en enfer, c'est dur. Mais de mon vivant, Méphistophélès, il payait très, très bien. Quand vous voyez Pfizer qui fait 40 milliards de dollars une année et 100 milliards l'année suivante, vous pouvez constater que Méphistophélès n'est pas pingre. Voilà les quelques remarques que je voulais faire et vous remercier d'être venu ce soir. Ça a été un grand plaisir de vous entendre. Bravo. Bonjour, François-Marie Perrier. Je m'étais présenté avec Cathy Pérez contre Véran l'an passé avec les législatives. J'ai un parcours de prof, guide de voyage et écrivain, mais 15 sur l'histoire des civilisations, soit à Stanford, à Harvard, il y a pas mal d'endroits. Alors, je voudrais apporter des éléments historiques parce que ce qui permet justement de pas céder à la violence, c'est la culture. Et voilà. Une première chose, c'est... Alors, je vais aller vite, mais par contre, je vais dire voilà, un certain nombre de choses parce que c'est quand même important. Par rapport à cette nostalgie de l'Ancien Régime qui circule dans pas mal de milieux résistants et complotistes, entre guillemets, c'est quand même vraiment un problème. Parce que l'Église a passé son temps à trahir le message de l'Évangile. Et s'il y a quand même une chose à laquelle il faut retourner, c'est que le christianisme, c'est l'Évangile. C'est pas le clergé. Et quant à l'aristocratie, elle a aussi passé son temps à trahir sa mission qui est de protéger le peuple. Et quand on veut protéger le peuple, on lui apprend à se battre. On ne l'exploite pas par du servage, etc., etc., en lui disant éventuellement, quand on t'attaque, tu viens te réfugier dans mon château où je vis tout en t'affamant avec 40 ans d'espérance de vie. Ça, c'est pas du révisionnisme historique. Si vous voulez voyager dans le temps, voyager dans l'espace, allez voir comme ça se passe dans d'autres pays. C'était mon job pendant des années d'aller dans tous les pays du monde. Je suis d'accord sur la mondialisation et tout ça. Et j'ai vu les ravages de l'OMC dans les années 2000, comment on endette les peuples, etc., pour les esclavagiser. Le colonialisme, ça a quand même existé avec la bénédiction des monarchies religieuses pendant des siècles.
Ensuite, nos moyens d'action. Parler en masse des effets secondaires, hein, ce qu'a dit Martine déjà il y a 2 ans, balance son effet secondaire. J'ai coordonné l'action nationale du 10 décembre avec 79 villes qui ont témoigné sur les effets secondaires et l'action internationale du 13 mai, voilà, où des pays n'avaient jamais manifesté, comme en Espagne, en Grèce, etc., pour dénoncer ça, et c'est extrêmement fort. Ensuite, il y a le fait de changer de banque. Vous pouvez rien sur la finance, dites aux gens de changer de banque. Ici, on est en Alsace. Il y a la NEF qui s'est créée ici, la nouvelle économie fraternelle. Ils n'ont pas bougé par rapport au Covid, même si Rudolf Steiner, hein, puisque c'était des anthroposophes, c'était des agriculteurs en biodynamique qui ont créé la NEF. Bon, la NEF n'a pas bougé, elle n'est plus anthroposophe, mais Steiner, c'est vraiment quelqu'un qui a dit « attention, les vaccins, c'est dangereux ». Ensuite, il y a le fait d'unir les religions. Parce que dans l'islam, on dit quand même, on croit dans le retour du Christ. Un vrai musulman, il attend le retour du Christ parce qu'un vrai musulman, il croit au hadith, un hadith très connu sur le Mahdi, qui fera l'union de tous les musulmans. Il prépare le retour du Christ et le Christ fera l'union de tous les croyants. Tous les croyants. Et là aussi, il y a un enjeu, c'est unir les religions. Et si les religieux faisaient leur boulot, y compris une bonne partie des catholiques, on n'en serait pas là. Alors, l'ordre des médecins, bon, il a été fondé par le général Pétain, donc comme la police nationale, hein, contrôler le maréchal Pétain, pardon, si je me suis trompé. Et attention au dogme, je veux dire. Attention au dogme, parce que, alors c'est quoi le christianisme? C'est le catholicisme, c'est l'orthodoxie. Dès les premières dizaines d'années après Jésus-Christ, ils n'étaient pas d'accord. Donc, soyons chrétiens, si on veut, voilà. Mais n'oublions pas. Et la base du christianisme, c'est la confession. Et si on veut réconcilier la société, il faut que chaque communauté avoue là où elle a merdé ou péché comme on voudra. Et là, on verra que personne a la leçon à faire à personne et qu'on peut y arriver ensemble. Voilà. Par rapport au changement climatique, bien sûr qu'on peut modifier le climat. Regardez la Sicile, les Romains l'avaient transformée en grenier à blé avec des oliviers. Ils ont désertifié la Sicile avec les conséquences sociologiques, le culte de la mort qu'il peut y avoir là-bas. Le Péloponnèse, c'était pareil. Les Grecs, quand ils ont rasé tous les arbres pour faire des bateaux, c'était pareil. On peut tout à fait, bien sûr, modifier le climat à petite ou à grande échelle. Croissez et multipliez-vous. C'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament, le Christ, il dit quitte ta femme, quitte tes enfants, quitte ton boulot, ne cherche pas à garder cette terre, etc. Cherche le royaume des cieux. C'est un message beaucoup plus proche de la gnose qui vise à échapper à un monde qui n'est pas bon. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et concernant aussi voilà, la croissance, je suis désolé, le message de l'Évangile, ce n'est pas un message de richesse, c'est un message de renoncement, de pauvreté. Il y a toute une droite réactionnaire aussi qui se dit catholique, mais qui finance d'autres études climato-sceptiques qui ne sont pas plus brillantes. Voilà. Donc si on veut aller chercher le monde, il ne faut pas faire comme Valérie Bugeaud ou quoi qui cherche à nous vendre l'Ancien Régime. Il y avait beaucoup de pédophilie dans l'Ancien Régime. Sade, c'était un aristocrate. L'affaire de Damien Louis XV, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, tout ça. Ça va être un peu difficile de répondre parce que vous avez donné beaucoup d'éléments. Je ne peux pas les prendre un par un. Il y a eu des approximations qui ont été faites. Je ne peux pas revenir sur chaque chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quand déjà, il n'y a personne qui a la nostalgie de l'Ancien Régime. Ça, c'est déjà la première chose. Après, quand on connaît bien, je vais quand même dire une chose, c'est que l'Europe chrétienne, il y avait une différence. C'est que l'Europe chrétienne, il y a quelque chose dans le christianisme, c'est l'égale dignité des hommes devant Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Les seigneurs, les aristocrates, ils avaient certes peut-être des défauts, mais en tout cas, ils avaient déjà une chose, c'est que ce n'étaient pas des gens qui étaient dans une logique apatride et qui détruisaient leur communauté comme nos élites actuelles sont en train de le détruire. Et ce sont nos élites qui ont été déchristianisées. Et là, le cynisme qu'on trouve aujourd'hui, il est parce qu'on est chez des élites déchristianisées. Et l'Église, je vais quand même rappeler, parce qu'il faut quand même rappeler, on a toujours tendance à charger la barque de l'Église. L'Église, c'est quand même aujourd'hui ça qui a sauvé les femmes de l'Antiquité. Le statut des femmes dans l'Empire romain, allez regarder ce que c'était. La première chose que font les premiers chrétiens, c'est interdire les mariages forcés et interdire qu'on reconnaisse, ce qui était le cas en droit romain, les femmes et les enfants comme des meubles. D'accord ? C'est encore ce qu'on trouve dans le droit quand il y a les biens mobiliers meubles. En fait, ça, c'est les esclaves. Donc, le christianisme a lutté contre ça. Les écoles, on n'a pas attendu Jules Ferry pour créer l'école libre
Par exemple, il y a plein d'historiens qui ont dit qui ont prouvé que l'école existait, c'était des écoles ecclésiastiques, qu'on repérait les talents du peuple et qu'on allait les chercher. Celui qui a construit Cathédrale Notre-Dame de Paris, qui s'appelle De Sully, il vient d'un patelin au fin fond du Loir-et-Cher. On l'a repéré, il a été formé et il a terminé évêque à Notre-Dame. Il y a Gérard d'Aurillac, qui était un pape qui a été récupéré et qui a été pareil formé de cette manière-là. Donc on a eu des écoles, on a eu des hôpitaux. Tous les anciens hôpitaux que vous avez en France, c'était des hôpitaux qui étaient gérés par l'Église. Donc je veux bien que l'Église ait eu des défauts et des limites, comme toute institution, mais elle a quand même fait énormément de choses. Et aujourd'hui, il faut bien mesurer ce que c'est que la déchristianisation de la France. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'effondrement de toute la morale chrétienne traditionnelle. Et en fait, cette morale, elle tenait notre société, elle avait des garde-fous. Aujourd'hui, il n'y a plus de garde-fous. Et même par rapport aux élites financières. Quand vous regardez autrefois, même, il y a eu des banquiers. Par exemple, moi, je suis allé à Augsbourg, en Bavière. Il y avait un grand banquier qui s'appelait Fugger. Bon, Fugger, c'était les Rothschild avant l'heure. Cet homme-là, au moment de mourir, il s'est quand même dit « Ah ouais, j'ai quand même bien exploité les gens toute ma vie. J'ai pas envie d'aller en enfer. » Il a créé les premiers HLM. Il a créé les premiers HLM et il a créé un quartier entier qu'on peut encore visiter aujourd'hui où les plus démunis pouvaient se loger. Donc il y avait un équilibre, c'est-à-dire que face au pouvoir temporel, il y avait le pouvoir spirituel. Et même un roi, même un empereur devait rendre des comptes au pape et redevait compte à Dieu. Par exemple, même le roi de France avait une limite à son pouvoir. Il y avait une limite de son pouvoir qui était Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite au pouvoir. Donc il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce que vous avez dit sur les religions, bien entendu, je suis absolument pas d'accord. Moi, je crois au contraire qu'on a besoin de dogmes. On a besoin de dogmes et que c'est une grave erreur de croire qu'on n'a pas besoin de dogmes. C'est de la même manière que dire on n'a pas besoin de constitution, on n'a pas besoin de loi. On a besoin de choses qui structurent l'être humain, qui structurent les communautés et qui sont des règles claires. Et en plus, dans le cas de la religion, les dogmes ont une raison d'être. Ce n'est pas des choses qui sont arbitraires. Il y a une raison d'être de la théologie. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et ce que vous dites que les religions devraient toutes s'entendre, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est exactement ce que veut le mondialisme. Et c'est exactement ce que veut le pape François. Moi, je suis catholique. Le pape François veut cette religion inclusive et va de plus en plus dans le sens il n'y a plus de différence entre les musulmans, les croyances païennes, etc. Ce qu'un pape ne devrait absolument pas faire. Donc là, sur votre analyse, on va vers l'inclusivité, on va vers l'œcuménisme, mais c'est une tendance qui est de l'Église actuelle et au contraire, l'Église va dans ce sens et fait la guerre à la tradition. Moi, je suis un catholique traditionnel. Je peux vous dire que depuis que c'est le pape François, il y a une véritable guerre contre cette forme de rite qui existe depuis pratiquement 1500 ans. Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI avait fait un équilibre. Donc demandez-vous pourquoi il y a cette attaque contre la chrétienté traditionnelle. Et je précise aussi une chose, il n'y a aucune religion au monde qui est attaquée comme le christianisme. Aujourd'hui, il y a énormément de choses. Il faut rappeler que les persécutions de chrétiens, c'est 360 millions de personnes dans le monde. Il y a une association en France extraordinaire qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui va vous raconter ce qui se passe avec les chrétiens, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Syrie, quand il y a eu Daesh, quand il y a eu les persécutions en Irak, etc. Les chrétiens sont persécutés, et même en France, il y a un organisme en France qui fait une analyse chaque année. Les chrétiens sont les premiers à être attaqués le plus en France. L'ONG Portes Ouvertes est ici, dans mon ancienne circonscription, puisque le siège de cette ONG Portes Ouvertes est à Oswald, donc à quelques kilomètres d'ici. Et c'est vrai que j'ai beaucoup accompagné cette ONG pour qu'elle puisse ouvrir les yeux aux parlementaires, à l'Assemblée nationale, parce qu'ils font chaque année un index des chrétiens persécutés dans le monde. Et on a pu mener quelques actions ensemble, notamment pour que les chrétiens en Chine et dans divers autres pays puissent retrouver des lieux de culte, des églises en fait qui étaient fermées. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important et merci de. Oui, et là, c'est un échange que vous pourrez continuer sans doute à avoir autour d'une tarte flambée et d'un bon verre de vin ou de bière. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie Réan. Je suis formatrice en physique quantique appliquée à la biologie, mais la question est plutôt d'ordre théologique là, puisque je suis née catholique. Quand j'avais 11 ans, je voulais être religieuse. Je serais même devenue curé, mais c'était pas possible. Et j'ai viré ma cutie vers la vingtaine, où je me suis rendu compte que l'Église, en fait, manipulait la conscience par la culpabilité.
Quand on écoute à l'église, les curés manipulent les gens par la culpabilité. Il n'y a pas dans le dogme, enfin tout ce que j'ai appris, on n'apprend pas aux gens à devenir christiques, on ne leur apprend pas à, oui, à développer en eux les qualités christiques, mais au contraire à écouter servilement ce que dit le curé et à obéir. Et donc, du coup, j'ai complètement lâché l'église, d'autant plus que cette église, malgré tout, a tué plus de 300 000 femmes, ou je ne sais pas si c'était des millions, ça dépend, brûlées sur le bûcher parce que c'était des femmes de connaissance, comme sorcières. C'est une institution extrêmement machiste. Et du coup, bon, je veux dire, alors que toutes les religions, même on peut trouver des femmes musulmanes, enfin, je sais pas si les musulmanes, mais chez les juifs, il y a des rabbines. Dans l'Église, il est hors de question qu'une femme puisse devenir prêtre. Et alors, bon, sous prétexte que le Christ était un homme, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque du Christ, Alors, je vais répondre, si vous avez fini voilà, bon, vos bah, questions. donc c'était par rapport, Oui. disons, l'église, enfin, pour moi, la religion et la spiritualité, c'est important. Une union ensemble, c'est important, mais l'église catholique, j'ai un peu de mal avec. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce que vous venez de dire, alors c'était peut-être vrai à votre époque, il y a eu cette théologie de la culpabilité, ça, il y a beaucoup de gens plus âgés qui disent ça. Aujourd'hui, déjà, c'est plus le cas parce que c'est un discours qui n'est plus audible et c'est pas du tout ce qui est dit même dans les communautés traditionnelles. Ce qui est mis en avant aujourd'hui, enfin même ce qui est le fondement même du message évangélique, c'est l'amour du Christ, c'est déjà ça. Et aujourd'hui, c'est pas, on nous demande pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le christianisme nous préserve de notre liberté. On a toujours le choix de dire non. Et on peut suivre le Christ ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas imposé. Donc ça, c'est le premier point. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, parce que j'ai peut-être un parcours qui est un peu différent, mais moi, j'ai été élevé dans la foi catholique, je m'en suis éloigné à l'âge de l'adolescence et j'y suis revenu récemment, notamment à travers mon travail, à la fois par mon travail sur le mondialisme et mon travail sur la France. Ces deux aspects-là. Et moi, je suis revenu à la foi catholique, notamment grâce au catholicisme traditionnel, c'est-à-dire la messe en latin, etc., qui a absolument rien à voir avec le catholicisme moderne tel qu'on peut le trouver dans la plupart des églises. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, en Alsace, vous avez une chance incroyable. Vous avez les deux paroisses en Alsace. C'est la paroisse de la Croix-Glorieuse. Il y en a une à Strasbourg et il y en a une à Colmar. Si vous voulez voir ce que c'est, ne serait-ce que par curiosité, à quoi ressemble le catholicisme traditionnel sous une forme moderne, avec en plus des jeunes abbés, allez-y, c'est demain les messes à 10h30. Donc ce que je peux vous dire aussi par rapport aux sorcières, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, les sorcières, il faut savoir que, alors les chiffres que vous avez donnés me semblent vraiment importants, il faut savoir que c'est essentiellement dans les pays protestants. Il y a eu un peu en Alsace, mais dans le reste de la France, aujourd'hui, moi je me suis penché sur ça, et c'est intéressant justement de voir le lien entre protestantisme et retour de la logique sacrificielle. Ça nous emmènerait trop loin. Mais en tout cas, sur les sorcières, il y a eu très très peu de sorcières dans les régions catholiques. Il y a eu beaucoup en Allemagne, en Alsace et dans les pays Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, etc. Et le dernier point que vous avez évoqué, c'était quoi? Oui, c'était sur le fait que les hommes, les femmes ne pouvaient pas être prêtres. Alors ça, il y a quelque chose de très important et au-delà de ce sujet-là, je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation, il y a un danger dans lequel il faut se défier, c'est l'indifférenciation. L'indifférenciation, le mondialisme veut l'indifférenciation. Il veut plus de différence entre les hommes et les femmes. Il veut plus de différence entre l'étranger et le national. Il veut plus de différence entre un homme et une femme, mais aussi bien même au niveau biologique avec le transgenre. Moi, je crois qu'au contraire, on a besoin de différenciation. Et de la même manière que les mondialistes veulent que des hommes puissent être enceintes, moi, je pense que la maternité, ça doit rester le privilège de la femme. De la même manière, je pense que le sacerdoce doit rester le privilège de l'homme. Donc, c'est vrai que ça peut être une violence et ça peut être injuste pour certaines personnes. Mais moi, je me méfie de la règle aujourd'hui qui est de faire la loi non pas pour la majorité, mais pour la minorité. Et aujourd'hui, on est dans ce problème de dictature des minorités. Donc, c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui en souffrent, mais je pense que c'est important de garder les distinctions et la différenciation. Je voulais juste vous rendre attentif à quelque chose. Et là, c'est la psychiatre qui parle. En fait, progressivement depuis, et de façon très claire, depuis 2020, les opposants, ou en tout cas ceux qui n'avaient pas le même avis que
le gouvernement français, je vais rester sur le territoire national, je ne vais pas aller au-delà des frontières, ont été en effet catalogués complotistes, déviants, extrême droite, antisémites. Enfin voilà, on a eu droit à vraiment toute une série de qualificatifs jusqu'à, je vais parler de moi, jusqu'à me dire, mais de toute façon, toi, tu es psychiatre, donc tu es totalement folle. Donc là, on a fait rentrer la question de la folie, que je vais même qualifier de folie ordinaire, dans si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes déviant, donc la société va devoir vous mettre à l'écart. Ce qui est profondément choquant. L'étape que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a eu les assises citoyennes pour lutter contre les sectes et bien évidemment les complotistes, etc., qui ont eu lieu, qui se sont tenues, qui ont été financées par l'État. Il y a eu même des choses, là il y a le scandale des fonds Marianne, mais on va dire que c'est tout à fait en rapport. Et ce que je dénonçais dans mes 2 rapports parlementaires que j'ai pu écrire en 2018 et 2019, qui étaient de dire la prise en charge de la santé mentale en France manque de moyens, est aujourd'hui, mais bon, bien évidemment, c'était dans un objectif réel de dépistage, d'accompagnement, de bien-être. Ce thème-là est en train d'être récupéré par l'Union européenne, est en train d'être poussé par von der Leyen en personne, en disant il va falloir qu'on mette des moyens pour dépister les personnes en souffrance en santé mentale, et de façon concomitante, ils viennent de sortir un lexique, une espèce de bibliothèque de répertoire d'ONG dangereuses, d'associations dangereuses, de personnalités dangereuses, et qu'il va falloir remettre pour des objectifs de santé mentale dans le droit chemin. Bien évidemment, Ensemble pour les libertés et dans cet annuaire, Martine Vonner est nommée 12 fois. Donc, aujourd'hui, on est dans une dérive absolument incroyable, mais qui ne t'étonnera sûrement pas, toi non plus Antoine, mais qui est extrêmement inquiétante. Donc, on est toujours dans cette logique que tu as très bien développée de politique, au sens très large, insidieuse, pour complètement retourner le bon sens qui consisterait à prendre soin réellement. Voilà. Donc, c'est juste pour relancer le débat. Ce qui nous rassemble, c'est la défense de la liberté. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que dans tous les pays d'Europe, à l'heure actuelle, l'autocratie et parfois la dictature gagnent. Tout simplement parce que c'est une réponse bien souvent à la crise. Bien souvent, les gens vont rechercher l'homme fort pour répondre, notamment lorsqu'il y a du désordre. Donc, c'est face à cela que nous devons agir. Alors, ce qui nous rassemble, c'est aussi la démarche politique. Et la démarche politique, ça consiste effectivement à trouver les solutions en particulier au niveau de la réforme des institutions, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, nous devons rester ensemble, mobilisés, et c'est avec plaisir, et en tout cas, c'est bien parce que nous avons agi ensemble pour les libertés que nous nous sommes retrouvés aux dernières élections ensemble. Merci. Je voulais te remercier de m'avoir invité, de m'avoir laissé m'exprimer. Je ne suis pas surpris, ce sont toujours les thèmes religieux qui suscitent le plus de débats, ce qui me pousse à dire que c'est peut-être là qu'est l'essentiel. Et surtout, mais au-delà de ça, face aux gens qui cherchent à nous détruire,
Je pense qu'on a besoin d'avoir une conscience claire des enjeux, une conscience claire des combats, et on va avoir besoin les uns des autres, et qu'il faut éviter au maximum les divisions, et qu'il faut trouver ce qui nous rassemble le plus. Et ce qui nous rassemble le plus, c'est l'amour de la justice, de la vérité et de la liberté. Merci. Pour l'avoir vécu de l'intérieur et pour avoir subi mes collègues parlementaires, je pense qu'il va falloir être très audacieux, mais malheureusement, le verre est dans le fruit et il est très largement dans toutes nos institutions. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que sans travailler réellement à un changement profond et à donner réellement le pouvoir au peuple, ce que je défends depuis que j'ai été élue, c'est-à-dire, alors aujourd'hui, très modestement, je ne suis plus parlementaire, mais c'est au sein d'Ensemble pour les libertés et c'est en tant que présidente d'Ensemble pour les libertés, de cette association citoyenne, et je répète qu'elle vous appartient. Je pense réellement que si on ne redonne pas le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire une vraie démocratie directe, il n'y a que trop peu d'avenir aujourd'hui serein à notre belle nation. Donc battons-nous pour toutes les libertés et battons-nous pour le pouvoir aux citoyens français. Je m'appelle André Tessier-Ducrot, je suis ingénieur conseil, je suis né en 1937, j'ai découvert l'Alsace en 1959. Je vous propose une chose, nous sommes en général d'accord. Oui. Mettons-nous d'accord sur ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Ben voilà. Voilà tout.